Salut tout le monde, c'est Julie de Betacro Nutrition Canine et aujourd'hui, le titre de la chronique: Économiser grâce à la déshydratation des aliments. J'aurais voulu vous mettre des effets sonores avec de l'écho par exemple, ça aurait été vraiment cool, mais j'ai pas les connaissances. Fait que vous allez devoir vous contenter de ça. Je suis désolée. Mais bon, si vous ne le saviez pas, le séchage des aliments, c'est un procédé ancestral qui remonterait à des centaines de milliers d'années et, si ça se trouve, même des millions d'années. Donc, si on part du début, l'alimentation de l'Australopithèque que nous étions est fort différente de celle de l'Homo sapiens que nous sommes devenus au fil des millions d'années de notre évolution. OK? Nos ancêtres ont eu différents types d'alimentation au cours du temps. On a été végétalien et pendant cette période-là, qu'est-ce qu'on mangeait? C'était des fruits, des légumes, des graines, des racines. On a aussi été charognards. Éventuellement, on s'est tanné de manger, j'imagine, de la charogne, puis on a appris à chasser et là, on a commencé à consommer les proies qu'on tuait. Et ce qui a aussi joué un rôle dans ça, c'est quand on a appris à fabriquer des outils avec de la pierre, par exemple. Et ces outils-là nous ont servi à la chasse, nous ont servi, à la chasse pour tuer nos proies, mais ensuite de ça, ça nous a servi aussi, par exemple, pour débiter et dépecer ces proies-là. Et moi, j'émets l'hypothèse qu'on a dû aussi se servir de ces outils-là en pierre pour pouvoir couper notre viande au moment de manger, parce que j'imagine que de prendre son morceau de viande entre ses dents pour essayer d'en déchiqueter un morceau, d'en arracher un morceau pour le manger, ça ne devait pas tout le temps être évident. OK? Donc, ça, c'était une nouvelle. C'était, dans le fond, inventer des outils, c'était de nouvelles technologies, même si c'était assez basique comme matériau, hein, les pierres. Et ce qui a aussi révolutionné notre façon de nous alimenter, ça a été la découverte et la domestication du feu, parce que ce sont deux choses différentes. Donc, on a compris, quand on a découvert le feu, que c'était vraiment utile. OK? Parce que là, d'un coup comme ça, on avait un élément qui pouvait nous aider à nous garder au chaud. Ce même élément-là, le feu, nous éclairait, éloignait les prédateurs, mais aussi nous aidait à éviter de nous faire voler nos précieuses denrées alimentaires. OK? Et à cette époque-là, il y a à peu près 1 à 2 millions d'années, c'est là qu'on a commencé à fumer de la viande. OK? Et ça, fumer de la viande, ce qui était cool, c'est que ça nous permettait de préserver la chair et le gras, qui était une source d'énergie qu'on utilisait beaucoup, parce qu'on se dépensait aussi beaucoup physiquement. Alors, on peut émettre l'hypothèse que c'est à peu près à ce moment-là qu'on a dû aussi commencer à sécher certains aliments pour les conserver plus longtemps, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on était nomades. Hein? Fait que j'imagine qu'on chassait, qu'on mangeait, mais qu'on essayait aussi de se faire des provisions pour quand on repartait, qu'on reprenait la route. Donc, ça a été pour la découverte du feu. Mais est venu quand même longtemps après, à mon avis. Là, on a compris comment domestiquer le feu. On a compris comment le maîtriser. Et du moment où on a compris comment maîtriser le feu, c'est-à-dire par là, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est allumer un feu, entretenir un feu, on a appris comment l'utiliser pour répondre à nos besoins. Et c'est là qu'on a commencé à cuire des aliments. Et la cuisson des aliments a eu différentes conséquences aussi sur nos vies. Consommer de la nourriture cuite, ça a eu des impacts sans précédent aussi sur notre corps, sur l'évolution de notre physique et de notre biologie. Dans le sens où, selon certains historiens encore, euh, on aurait subi des modifications physiques. Nos mains auraient changé, la denture, donc nos dents et nos mâchoires auraient aussi changé. Probablement que c'est probablement que nos dents sont beaucoup plus petites qu'elles étaient et que nos mâchoires aussi sont plus petites qu'elles étaient. Ensuite de ça, notre système digestif, lui, a dû s'adapter à digérer des aliments qui étaient cuits. Et l'hypothèse qui est retenue, c'est que notre système digestif, lui, a dû apprendre, a dû s'adapter en produisant de nouveaux enzymes pour nous permettre de digérer ces aliments cuits-là.
Éventuellement, on a abandonné aussi le mode de vie nomade au profit d'une vie sédentaire. Et en devenant sédentaire, là, on devenait, dans le fond, des agriculteurs, des éleveurs de bétail. Fait que là, on faisait pousser et on élevait aussi ce qu'on voulait manger. On n'a pas totalement abandonné la chasse ni la cueillette non plus, hein? Mais ça a été une grosse, grosse, grosse révolution parce que là, d'un coup, comme ça, on se retrouvait aussi avec une abondance de nourriture. Et là, il fallait éviter de gaspiller ça. On ne voulait pas gaspiller toute cette nourriture-là pour laquelle on avait travaillé si fort. Donc, on ne pouvait pas non plus tout manger d'un coup. Donc là, il a fallu trouver des moyens pour conserver cette nourriture-là. Bien évidemment, bon, oui, il y a eu, par exemple, ceux qui vivaient, dépendamment de où on vivait sur le globe à cette époque-là, à une certaine époque, ceux qui vivaient dans des climats froids, ben eux autres ont appris à utiliser, par exemple, la glace. Et là, c'était la naissance de la surgélation. Mais ceux qui vivaient dans des climats tempérés ou même des climats chauds, eux, ils ont continué, dans le fond, à sécher des aliments au vent et au soleil. Euh, et ils ont trouvé aussi d'autres façons pour conserver leur nourriture. Mais la déshydratation, c'était un procédé qu'on maîtrisait déjà et depuis déjà très longtemps. Puis il ne faut pas oublier qu'on est devenu sédentaire il y a à peu près 10 à 12 000 ans. OK? Et sécher des aliments au vent et au soleil, c'est quelque chose qu'on fait encore beaucoup aujourd'hui. Si vous avez déjà visité la Gaspésie, vous en avez peut-être déjà vu. Si vous n'y êtes jamais allé, je vous le dis, il y a de très grandes chances que vous voyez des séchoirs à poissons sur le bord de la mer. Et souvent, c'est de la morue qui vont sécher là-dessus. J'ai déjà vu aussi une vidéo d'une dame, une Italienne, qui, elle, faisait sa pâte de tomates maison. Fait que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle récoltait ses tomates, elle les réduisait en purée et après ça, elle montait cette purée-là sur le toit de sa maison et elle étalait sur une planche en bois et euh, le vent et le soleil aidaient à faire évaporer, dans le fond, l'humidité en excès dans la purée de tomates et ça devenait éventuellement de la pâte de tomate. Voilà. Il reste que les procédés qu'on connaît aujourd'hui, comme le fumage, le séchage ou la déshydratation, la surgélation, c'est des procédés qu'on utilise encore aujourd'hui pour conserver nos aliments, mais grâce aux différentes technologies, nos méthodes sont beaucoup plus rapides, plus sûres et aussi probablement plus efficaces que ce que c'était à l'époque. Bon, on s'attend qu'à la déshydratation maintenant. Le terme déshydratation, c'est un terme général dont la définition est la suivante. Tout procédé, entre parenthèses séchage, dessiccation, lyophilisation, on ferme la parenthèse, qui consiste à éliminer ou réduire la teneur en eau d'un aliment. La dessiccation, dans le fond, c'est la déshydratation très poussée qui vise à éliminer autant d'eau que possible d'un aliment. Bon. Il était là, je l'ai mis, OK? Pas que je le trouve utile, mais il était là, je l'ai mis. De toute façon, on ne sait jamais trop de choses dans la vie. Même si je n'aborderai pas comme tel le sujet de la lyophilisation, je voulais quand même l'effleurer un petit peu. La lyophilisation, il y a une définition pour ça, et on dit dessiccation d'un produit préalablement surgelé par passage direct de l'eau de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par des étapes de fusion. Donc, ça passe de solide à liquide et d'évaporation de liquide à gaz. Ça, c'est pour la lyophilisation. Pourquoi je n'aborderai pas ce sujet-là? Oui, c'est des produits, il y a des produits lyophilisés qui sont disponibles sur le marché. Parce que je ne peux pas vous encourager à aller vers ça. Premièrement, moi-même, ce n'est pas quelque chose que je fais chez moi. Et deuxièmement, ces machines-là, oui, il y en a maintenant de disponibles pour le grand public, pour un usage domestique, mais ce sont des machines qui, premièrement, sont très grosses, donc c'est très difficile à loger dans son appartement ou même sa maison, et c'est des machines qui sont très coûteuses. Par conséquent, lyophiliser des aliments, ce n'est pas nécessairement à la portée de tout le monde. Et je ne vois pas d'intérêt de traiter d'un sujet si ce n'est pas à la portée de la majorité des gens qui regardent ma chaîne ou qui m'approchent pour mes services. Il faut que ça reste accessible pour tout le monde. OK? Donc, en gros,
La déshydratation assure la conservation des aliments en réduisant de manière considérable leur teneur en eau, milieu essentiel à l'action enzymatique et microbienne. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est retirer le plus d'eau, d'humidité d'un aliment pour empêcher que les enzymes s'activent et on veut aussi empêcher une prolifération des bactéries, entre autres. Mais là, tout n'est pas rose. Hein? Il n'y a jamais rien de parfait, vous le savez. Il faut garder à l'esprit que déshydrater des aliments, c'est un mode de transformation. Ce n'est pas une grosse transformation, mais ça reste une transformation d'un aliment quand même. Et ça peut modifier les aliments de quelques façons. Par exemple, ça peut entraîner d'importantes pertes en vitamine C. Il faut se souvenir que la vitamine C, c'est une vitamine qui est hydrosoluble. Ça peut aussi ça peut avoir un effet sur la valeur nutritive et ça va varier selon le procédé qui va être utilisé. Lyophilisation, par exemple, versus un séchage à l'air. Je reviens brièvement sur la lyophilisation. La lyophilisation permet une meilleure rétention des éléments nutritifs, mais ce procédé est plus coûteux. La dessiccation concentre les éléments retenus. Pensez à la matière sèche, par exemple. Ainsi, la valeur nutritive de fruits séchés paraît souvent plus avantageuse que celle des fruits frais quand elle est exprimée par rapport au poids, mettons pour un 100 grammes. Si vous vous souvenez bien, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là où je vous apprenais comment pouvoir comparer un aliment cru avec des croquettes. On ne peut pas comparer un aliment cru avec le tableau de valeur nutritive parce que c'est le tableau de valeur nutritive de l'aliment servi tel quel. Et les aliments crus contiennent, on va dire, je vais faire un chiffron, 70% d'humidité. Alors que les croquettes, ça va tourner aux alentours de peut-être 10-12%. On ne peut pas comparer les deux ensemble. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire, il y a des calculs à faire que je vous montrais comment les faire dans la vidéo, pour pouvoir enlever l'humidité de cette équation-là et ramener ça sur d'autres valeurs en matière sèche, puis après ça, pouvoir comparer la valeur nutritive de cet aliment qui serait cru normalement avec des croquettes. Autre chose intéressante aussi, c'est que sécher des aliments, sécher des aliments, c'est une méthode de conservation qui nous permet aussi de réaliser des économies. Et dans le contexte actuel, qui est difficile pour beaucoup de gens, ça peut être utile d'en savoir un peu plus là-dessus. Donc, il ne faut pas non plus oublier que les fabricants de gâteries et les magasins qui les vendent nous attendent, eux autres, de pied ferme. Et ils savent que nous, on va accepter. Bien, pas moi, mais en tout cas, que beaucoup de gens vont accepter de payer le gros prix pour un sac de gâterie pour leur chien. Hein? Même peu importe que le prix soit un peu élevé ou carrément outrageusement élevé, ils le savent que ça va se vendre. Ils le savent que les gens vont l'acheter, le Moses de produit. OK? Fait que là, moi, je ne sais pas si vous savez déjà, mais moi, j'en déshydrate des aliments, j'en fais. Comme c'est là, c'est plus souvent pour chiens, mais je l'ai fait. Donc, il y a une journée, je suis partie et je suis allée dans une épicerie et j'ai acheté un poumon de bœuf frais. Mon poumon de bœuf frais pesait 1,054 kg et il m'a coûté 10,53 $. OK? Gardez ça pas loin dans un coin de votre tête là, parce qu'on va en avoir de besoin. Le poumon, je l'ai coupé en morceaux. J'ai fait les pré-traitements qu'il fallait que je fasse et ensuite de ça, je l'ai fait sécher dans le déshydrateur. Et après 20 heures de séchage, j'ai récupéré les morceaux, je les ai pesés et il m'est resté 237,5 grammes. Là, vous allez vous dire, ben voyons donc, c'est donc bien pas beaucoup. Non, non. Attendez, j'ai pas fini. OK? J'avais des calculs à faire. Donc, je suis allée sur Internet et j'ai choisi 5 produits. Bon, en fait, j'ai pris ceux que j'ai trouvés, hein, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il a fallu que je cherche parce qu'il y a des fois, il y a des compagnies comme par exemple Pure Bites.
eux font des produits lyophilisés. Je ne pouvais pas inclure, par exemple, les produits Pure Bites dans mon travail. Donc, je suis allée chercher des produits, des compagnies qui faisaient, dans le fond, du poumon de bœuf séché à l'air, comme ce que moi, j'ai fait à la maison. Donc, en gros, Mondou propose Healthy Bud. Ils vendent, ça se vend en sachet de 60 grammes au prix de 11,99. La meunerie d'Alfon, c'est un produit de la marque Wow. C'est vendu en sac de 200 grammes au prix de 18,99. Ensuite de ça, Dino, eux, vendent Hero Dog Treats, un sachet de 65 grammes pour 9,99. Le Graveur des Bois vend le produit Wolftown, 50 grammes pour 11,45 $. Et Livora, quant à eux, vendent le produit, c'est la marque This and That, c'est 150 grammes pour 13,99 $. Et tous ces prix-là que je viens de vous énumérer, les taxes sont en su. Elles ne sont pas incluses. Ces produits-là, tous ces produits-là que vous achetez ont été transformés et sont taxables. OK? Alors, moi, le produit que j'ai fait chez moi, le prix de départ, c'était 10,53 $ pour 1 kg 0,54. On est d'accord là-dessus. Donc, j'ai fait les calculs et après ça, je me suis dit, bon, ben au gramme, ça fait combien? OK? Le produit de Mondou me revient à 20 sous le gramme. Le produit vendu à la meunerie d'Alfon, Wow, revient à 9 sous le gramme. Hero Hot Dog Treats, 15 sous le gramme. Wolftown, 23 sous le gramme. This and That, vendu chez Livora, 9 sous le gramme. Là, vous vous dites, 9 sous le gramme, c'est pas si pire. Hein? À 20, 23 sous, ça commence à être cher le gramme. D'accord? Bien, moi, le produit que j'ai fait chez nous, donc le poumon de bœuf séché dans le déshydrateur chez nous, qui m'a coûté, dans le fond, 10,53, me revient à 4 sous le gramme. Donc, ce qui est vendu sur le marché, ce qui vous est offert, vous coûte entre 2 fois et presque 6 fois ce que moi, ça m'a coûté en prenant le temps de le faire à la maison. OK, c'est vrai. Chaque fois qu'on veut économiser de l'argent, il faut soit y mettre du temps ou encore de l'huile de coude, mais bien franchement, je pense que ça en vaut la peine parce que j'ai réellement économisé et à la fin, même si pour certains, ça peut sembler de passer de 1 kg à 237 grammes, c'est pas tant que ça, mais il reste que j'ai quand même une plus grande quantité que ce que j'obtiendrais sur le marché. OK? Et je n'ai pas payé de taxes non plus parce que j'ai acheté un produit frais et c'est moi qui l'ai transformé à la maison. Puis, tu sais, on n'arrête pas de se plaindre qu'on paye beaucoup de taxes, mais ça serait une façon d'en éviter aussi. Donc, voilà pour les économies. Là, vous savez que si vous mettez un peu d'huile de coude puis un peu de temps, puis là, vous n'allez pas vous dire, ouais, mais c'est long, 20 heures de déshydratation. Ouais, mais c'est pas toi qui souffre dessus, c'est la machine. De toute façon, on ne pourrait pas faire ça. Hein? Bon, je pense qu'au bout de 20 minutes, on aurait besoin de souffler dans un petit sac en papier brun. Donc, ce qui nous amène justement à la machine, le déshydrateur. Là, si vous vous questionnez à savoir est-ce qu'il faut que je m'en achète un, est-ce que j'ai pas besoin, est-ce que c'est vraiment un besoin? Moi, j'ai exploré, dans le fond, 2 autres options. OK? Puis là, ce sont mes conclusions. Peut-être que pour vous, ça ne serait pas les mêmes conclusions, mais bon, chacun fait bien ce qu'il veut aussi. Bon, il y a certains fours, des modèles plus récents, vont offrir la fonction Dehydrate. Et vous pourriez ne pas avoir besoin de vous acheter un déshydrateur si cette fonction-là vous offre la possibilité de régler la température de séchage. OK? Et c'est sûr que déshydrater dans un four, c'est beaucoup d'espace aussi pour déshydrater. Hein? Bon, ça, c'est sûr que c'est un avantage. Par contre, si vous décidez d'utiliser votre four pour déshydrater des aliments, il faut vous souvenir que c'est un procédé qui dure plusieurs heures
Et ça veut dire que du moment où vous mettez quelque chose dedans à déshydrater, bien, vous ne pouvez pas utiliser votre four pour cuisiner votre repas. Donc, ça demande de la planification. Ça, c'est un point négatif. Un autre point négatif de ce que j'ai lu, j'ai besoin d'une petite gorgée d'eau, une seconde. Dans certains cas, on va recommander aussi d'entrebâiller la porte du four. Point négatif, ça veut dire que vous réchauffez la pièce et peut-être même toute la maison. C'est pas tant pratique en juillet. En décembre, en janvier, en février, c'est vraiment le fun. Mais en été, pas certain. Et entrebâiller la porte du four, ça peut être dangereux si on a des enfants à bas âge à la maison. Puis, c'est sans compter que de faire fonctionner un four pendant plusieurs heures, il faut se souvenir que le four, lui, fonctionne sur le 220. Fait que là, ça tire du jus beaucoup. La consommation d'électricité, elle, va grimper. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Selon moi, non. Mais si pour vous, ce n'est pas un problème, bien allez-y, continuez comme ça. C'est pas moi qui va vous décourager d'économiser, de ne pas faire un achat de plus. OK? Ça, c'est pour le four. Ah, la friteuse à air. Hein, on les aime-tu, nos friteuses à air? Hein? C'est fun, c'est rapide. La bouffe, elle sort de là, ça croustille. C'est cool. Et il y a certains modèles qui offrent l'option Dehydrate aussi. Mais moi, je trouve que c'est plutôt une fausse bonne idée. Parce que, ben, c'est petit, une friteuse à air. Hein? C'est vraiment petit. Tu sais, même si on achète un modèle qui a une grande capacité, il reste que pour déshydrater, la capacité, elle, est très restreinte. Et par conséquent, ben, on peut juste faire sécher une très petite quantité d'aliments à la fois. OK? Ça, c'est déjà 2 points. Excusez, ça me pique. Et les friteuses à air, ça tend à s'améliorer, mais il reste que c'est un appareil ménager qui est bruyant. Et imaginez passer des heures de temps avec votre friteuse à air en bruit de fond. Hein? Surtout si votre salon puis votre cuisine, c'est une pièce à air ouverte. Puis là, vous essayez de regarder, par exemple, votre série sur Netflix ou vous essayez d'avoir une conversation avec votre conjoint ou votre conjointe, puis il y a toujours ce Moses de bruit de fond-là qui vous en... Non! Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. OK? Pour moi, ça n'en est pas une. Ça dépend, mais je trouve pas que c'est une bonne idée. En tout cas, pas à long terme. Bon. Donc, maintenant que j'ai démoli le rêve de certains de déshydrater des aliments dans leur friteuse à air, par exemple, quels sont les critères d'achat pour, justement, un déshydrateur? On va commencer par la puissance de l'appareil. Ah, ça pique. Donc, pour la puissance, il faut savoir, dans le fond, qu'un modèle d'une puissance de 600 à 800 watts, c'est amplement suffisant pour un usage domestique normal. OK? Puis là, si vous allez sur les plateformes d'achat en ligne, vous allez voir qu'il y a des marques qui proposent des déshydrateurs à 1000 watts. OK? Puis là, ça flash, puis il y a des néons. Pas besoin de 1000 watts. OK? 600 à 800 watts, c'est amplement suffisant. Vous allez payer un déshydrateur de 1000 watts pour rien. Ça ne sera pas mieux. C'est pas meilleur. OK? Bon. Donc, pour la puissance, c'est réglé. Les dimensions, j'en parle parce que c'est important. Donc, les dimensions de l'appareil, pourquoi c'est important? Parce que cet appareil-là, vous allez devoir le caser à quelque part chez vous. OK? Et dites-vous bien que si vous partez avec l'idée de « Ah, ben c'est pas grave parce que je vais le mettre dans le garage, puis quand j'en aurai de besoin, je vais aller le chercher, puis je vais le mettre sur le comptoir, puis après ça, quand je vais avoir fini, je vais le reprendre, je vais le mettre dans le garage. » Pire idée de la vie. Parce que vous allez vous démotiver. Juste de penser « Ah, faut que je descende dans le garage, que j'aille chercher. » Pas parce que c'est lourd, c'est pas une machine qui est lourde, mais c'est des étapes de plus tout le temps. Donc, vérifiez les dimensions de l'appareil. Par là, la largeur, la hauteur et la profondeur du déshydrateur que vous convoitez. Et en même temps, ça m'amène à l'emplacement ou la location de l'appareil. Donc, où voulez-vous mettre cet appareil-là?
Parce que le but, c'est de le poser à quelque part puis qu'il reste là. OK? Que ce soit simple, que ce soit facile à utiliser. OK? Donc, il faut penser aussi non seulement aux dimensions de l'appareil, il faut voir où on peut le mettre dans la maison pour que ce soit accessible, facile à utiliser. Et la location de l'appareil. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a des modèles qui sont bruyants et il y en a d'autres qui sont silencieux. Et je reviens à mon exemple tantôt de salon-cuisine à air ouverte. OK? Si le déshydrateur est bruyant, un peu comme une friteuse à air, ça va être désagréable parce que là, vous allez toujours avoir ce bruit de fond-là. OK? C'est pas le fun. Il y a des modèles maintenant qui sont beaucoup plus silencieux qu'on entend, je dirais même pas, on les entend pas. OK? Bon. Ensuite de ça, il faut se rappeler qu'un déshydrateur, ce n'est pas une boîte étanche. Donc, ce que vous déshydratez dedans, ça va sentir dans la maison. Déshydrater des fraises, c'est merveilleux, ça sent bon. Mais déshydrater du foie, ça pue. Mais vraiment, ça sent mauvais, puis ça sent dans toute la maison. À partir, si vous avez le projet de déshydrater quelque chose qui pue, attendez qu'il fasse beau, prenez votre déshydrateur, mettez-le dehors si c'est possible, ou dans votre garage, mais ailleurs que dans la pièce où vous vivez. OK? Parce que c'est vraiment pas le fun. Bon. Donc, on a vu la puissance, les dimensions de cet appareil-là, l'emplacement où on va le mettre, et ensuite de ça, il y a la capacité. Je reviens encore à mes plateformes d'achat en ligne. Souvent, il y a plein de photos de ces appareils-là. Hein? Il y a plein de déshydrateurs. Puis là, pour nous montrer la capacité, ils vont nous dire, bon, ben c'est une machine qui a 4 plateaux, 6 plateaux, 10 plateaux, peu importe. Et là, ça nous prend dans le nombre de plateaux, c'est une chose, là. Mais ce qu'on veut surtout, c'est la surface de séchage totale, soit en pouces ou en pieds carrés. Parce que vous pourriez regarder un modèle qui a, par exemple, 6 plateaux, puis là, il y a telle surface en pouces carrés, puis là, il y a un autre modèle, il y a 4 plateaux, mais vu que ces plateaux sont plus grands, il va y avoir une plus grande surface de séchage. C'est à voir. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? OK? Il y en a qui veulent vraiment le plus de surface possible. Il y en a mais là, il y a ça aussi. Hein? Plus la surface de séchage est grande, plus l'appareil va être large et profond. OK? Fait que ça, peut-être que ça ne fit pas dans ce que vous pensez, dans votre configuration. OK? Donc, ça, c'est une chose. Le chargement. On pourrait faire un parallèle avec nos laveuses. Hein? Maintenant, on a des laveuses par chargement par le dessus et on en a aussi ce qu'on appelle nos laveuses frontales. OK? Donc, il y a par exemple la compagnie Nesco qui, elle, fait des modèles, à ma connaissance, 2 modèles de déshydrateurs à chargement. En fait, c'est des plateaux qui sont empilables un par-dessus l'autre. Et là, l'espèce de bloc avec les contrôles va par-dessus. Et en ce qui me concerne, il y a quelque chose qui m'agace là-dedans, puis c'est bien simple. C'est que, dans le fond, c'est que ces modèles-là vous obligent à faire des manipulations pendant la déshydratation de vos aliments. OK? Je vais vous expliquer rapidement. Donc, admettons que, parce que dans ces modèles-là, ce qui arrive, c'est que l'espèce de bloc où il y a l'élément chaud. OK? Il y a un élément chauffant. Derrière l'élément chauffant, il y a un ventilateur qui va pulser l'air vers le haut ou vers le bas, dépendamment du modèle que vous achetez. Et là, ce qui arrive, je prends, par exemple, s'il était en haut. OK? Ça, c'est mon élément chauffant. Ça, c'est mon ventilateur qui va pulser l'air en bas. Puis là, j'ai des plateaux empilables. Ce qui arrive, c'est que, par exemple, les 2 premiers plateaux en haut, eux, vont sécher beaucoup plus rapidement que les plateaux qui sont plus bas. OK? Et par conséquent, ça vous oblige à arrêter l'appareil, le démonter, faire une rotation des plateaux, puis après ça, replacer l'espèce de morceau le panneau de contrôle sur le dessus. C'est pas tant le fun, moi, je trouve. Je trouve que c'est pas pratique, OK? Alors que les modèles à chargement frontal, donc ces modèles-là ont soit une porte ou 2 portes qui vont s'ouvrir un peu comme des portes françaises. Eux autres, la façon qu'ils fonctionnent, c'est qu'il va y avoir
dans le fond de l'appareil, vous allez voir un ventilateur derrière un bloc chauffant. Et pendant que ça fonctionne, dans le fond, le thermostat va activer l'élément chauffant et le ventilateur, lui, va pulser l'air à l'horizontale et l'air va circuler entre les différents plateaux. Donc, tous les plateaux reçoivent, dans le fond, leur dose d'air chaud pour sécher les aliments. Moi, je trouve ça plus pratique que les modèles à plateau empilable comme ça. OK? Pour moi, c'est une contrainte avec laquelle je n'ai pas envie de gérer. Si pour vous, ce n'est pas quelque chose de grave puis que c'est correct, allez-y. Hein? Parce que Nesco, il y en a un modèle qui est meilleur que l'autre, a eu beaucoup de succès. OK? Vraiment, c'était quand même... Il reste que c'était un bon appareil. OK. Autre caractéristique qui ne devrait pas être négociable, un thermostat réglable. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir différents modèles de déshydrateurs et il y en a qui ont juste un bouton on-off. Ils n'ont pas de thermostat. C'est pas vraiment pratique, OK? Parce que vous ne savez pas à quelle température il sèche vos aliments, cet appareil-là. Ce qui veut dire qu'il pourrait, par exemple, être trop élevé pour déshydrater des herbes, mais pas assez élevé pour faire sécher de la viande. Et là, si c'est pas assez élevé pour faire sécher de la viande, bien, là, bonjour la prolifération bactérienne et bonjour les risques de contamination aussi. Donc, je reviens au thermostat réglable. En ce moment, sur le marché, moi, ce que j'ai vu, c'est que la majorité des déshydrateurs qui ont un thermostat réglable, ces thermostats-là vont aller de 95 Fahrenheit à 165 Fahrenheit, ce qui équivaut à entre 35 et 74 degrés Celsius. Puis ça, c'est correct. Parce que, dépendant du type d'aliment que vous allez déshydrater, vous allez devoir régler la température. Vous allez devoir le mettre à la température appropriée. Matériaux. OK? Pour l'extérieur, on s'en fout. Pour l'intérieur, c'est pas négociable et ça se résume en 2 mots. Acier, inoxydable. Vous avez tout compris. Minuterie. Bon, il y en a qui vont se poser la question, est-ce que ça prend une minuterie? Est-ce que ça n'en prend pas? Moi, dans l'utilisation que je fais, personnellement, une minuterie, c'est plus casse-pied, je trouve, que d'autres choses. Mais il y en a pour qui c'est utile. Allez-y au feeling. De toute façon, peut-être que vous pourrez ne pas utiliser la minuterie, mais dans certains cas, la minuterie reste un passage obligé. L'appareil que moi j'ai présentement, j'ai pas le choix d'utiliser la minuterie. Ça me fait suer, mais j'ai pas le choix. C'est le même qui fonctionne. Bon. Autre conseil, avant de faire un achat, OK, ou même avant de faire l'achat, avant de faire votre choix sur l'appareil de vos rêves, faites vos recherches sur le modèle que vous convoitez. Lisez les commentaires des utilisateurs. Essayez de trouver aussi des bancs d'essai. Bon, là, on augmente un peu le niveau de quotient de difficulté là-dessus parce que des bancs d'essai sur des déshydrateurs en français, je ne sais même pas s'il y en a. Moi, j'en ai pas trouvé. OK? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, s'il y en a, il n'en pleut pas, ça, je vous le garantis. Ils sont plus, du côté anglophone, il y en a un peu plus. Désolée, il va falloir que je fasse du montage parce que j'ai accroché mon micro. Je disais donc que pour les bancs d'essai, allez voir, vous n'aurez pas le choix hein, parce que sur des bancs d'essai écrits en français, il n'y en a vraiment pas beaucoup, ou en tout cas très peu, mais tellement peu que moi, j'en ai pas trouvé. Ou en tout cas pas de assez récent pour mes besoins. Donc, des sites comme par exemple Tech Gear Lab, Spruce Eats, Wirecutter et certains autres pourront peut-être vous aider à prendre une décision. Et pour l'achat, vous voulez acheter neuf, pas de problème. Faites votre choix, il y a l'embarras du choix même, mais il y a aussi de réelles économies à faire si vous décidez, par exemple, d'acheter dans l'usager sur des sites comme Marketplace ou encore Kijiji.
même si je ne sais pas si c'est encore vivant, ce site-là, mais bon. Donc, et ça vous donnerait aussi l'opportunité d'acheter un modèle peut-être plus luxueux, plus haut de gamme peut-être que pour que l'achat d'un neuf. Parce que, ben, les gens achètent, tu sais, il y a des gens qui achètent ça, puis ils achètent de la qualité, mais ils ne les gardent pas nécessairement. Et là, je vais ouvrir aussi une parenthèse là-dessus. Vous pourriez mettre la main sur, par exemple, un appareil de la marque Excalibur. Excalibur a longtemps été la Cadillac du déshydrateur. Par contre, hein, c'était pas achetable. C'était pas quelque chose, c'était pas une marque qui était accessible à tout le monde parce que les prix étaient excessivement élevés. Puis il faut quand même pas oublier que, ben moi, ça me paraît exagéré parce qu'un déshydrateur, en réalité, c'est quoi? C'est une boîte avec un élément chauffant, puis un ventilateur, et quand on est, puis un thermostat. Hein? Donc, du côté de l'usager, vous pourriez, par exemple, vous trouver un Excalibur qui est pas vieux, puis qui est encore bon pour plusieurs années, pour une fraction du prix, ou en tout cas beaucoup moins cher que si vous l'achetiez neuf. Il y a aussi des marques comme Sedona, Tribest, qui sont aussi de très bonnes marques qui se vendaient très cher. Là, heureusement, avec le temps, c'est les déshydrateurs, ce marché-là, c'est beaucoup démocratisé. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à un appareil neuf sans nécessairement y laisser un bras, une jambe puis un rein. OK? Donc, jetez un œil aussi du côté des appareils usagés, les petites annonces. Vous pourriez trouver peut-être une pépite là-dedans, puis ben ça vaut la peine parce que, en plus de ça, vous allez réaliser des économies sur l'achat de votre appareil. OK. Je n'entrerai pas dans les grands détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour déshydrater des aliments, ça prend des fois des pré-traitements. OK? Et ces procédés-là ont plusieurs objectifs, comme par exemple accélérer le séchage ou encore atteindre une température interne assez élevée pour minimiser ou éliminer les risques de prolifération bactérienne, donc de contamination bactérienne. Je vais vous donner un exemple. On va, par exemple, recommander de faire bouillir des canneberges avant de les faire déshydrater. Pourquoi? Il faut se souvenir que la canneberge, c'est une petite baie rouge et que sa peau, elle est complètement étanche. Donc, quand on prend une canneberge entière comme ça et qu'on la met dans le déshydrateur, oui, elle va venir chaude, oui, l'extérieur va venir très sec, mais l'intérieur ne sèche pas. Ce qui fait que quand on la prend dans nos mains, c'est encore comme mou, OK? Donc, il faut prendre la canneberge et la faire bouillir jusqu'à ce que sa peau fende. Et en fendant, ben, elle va s'ouvrir. Et quand on va prendre cette canneberge-là et la mettre dans le déshydrateur pour la faire sécher, ben, l'intérieur et l'extérieur de la baie va sécher. OK? Mais autrement, ça ne séchera pas. Du côté des aliments d'origine animale, ben là, ces aliments-là, eux, requièrent un traitement thermique. Puis ce traitement thermique-là, dans le fond, vise à leur faire atteindre une température assez élevée pour empêcher le développement de bactéries pathogènes. OK? Donc, je vous explique dans la documentation qui va être disponible sur le site de Betacro, hein, BETEACROCS.ca. Donc, dans la documentation, je vous explique les différentes marches à suivre. Je les explique pour tout ce qui est viande rouge. La viande rouge, on entend par là. En tout cas, eux autres ont classé ça comme. J'ai trouvé des recommandations là, agneau, bœuf, du cheval, de la chèvre, du porc, certaines coupes de porc, certaines coupes. Le veau. Les gibiers aussi, mais attention, jamais de cochon sauvage, de sanglier non plus. On ne donne jamais ça à un chien, surtout parce que ça peut. Le risque du porc sauvage ou du sanglier, c'est de transmettre la maladie d'Ojetski, qui est presque toujours mortelle chez le chien. OK? Donc, pour les viandes rouges, toutes ces choses-là, il y a une pré-cuisson, en fait, à faire. Les recommandations, dans le fond, c'est de choisir des coupes qui sont maigres parce que le gras ne se déshydrate pas. OK? Donc, s'il y a un peu de gras, on va l'enlever.
On va couper ensuite de ça la viande en cubes ou même en lanières. Puis on va envoyer ça faire un petit tour dans le four pour que ça atteigne une température X. Et ensuite de ça, quand c'est atteint, bien, on va prendre la viande et on va la transférer dans le déshydrateur. Puis on dit bye bye, fait un beau petit dodo, puis on se revoit dans quelques heures. OK? Et c'est la même chose pour ce qui est des volailles, que ce soit de la dinde ou encore du poulet. Et on peut même aussi déshydrater du poisson. Mais pour chacun de ceux-là, je vais vous expliquer les procédures à suivre. Ça peut être d'utiliser le four, ça peut être un traitement à la vapeur ou encore bouilli. Tout est bien expliqué, c'est clair. Je ne pense pas que vous allez vous poser 15 questions après avoir lu comment faire. OK? Et à la fin du procédé de séchage dans le déshydrateur, il y a aussi, c'est-tu prête ou ça ne l'est pas? Puis ça, c'est tout le temps un peu tricky, moi, je trouve. Oui, même pour moi, qui déshydrate des aliments depuis quand même quelques années, il y a des fois où je ne suis pas tout le temps sûre. Bon. La viande qui est prête, qui a été suffisamment séchée, elle va être sèche et dure au toucher, mais très dure. Elle va être difficile aussi à couper avec un couteau. Par contre, si quand vous touchez cette viande-là, puis qu'elle est, tu sais, ça rebondit ou que c'est comme mou, ben elle n'est pas prête, puis à ce moment-là, ben il faut continuer le séchage. OK? C'est pas difficile dans le fond. C'est juste que des fois, je ne sais pas pourquoi, là, ça glitch ici. Donc, les procédures sont là. Vous pourrez y avoir accès dans la documentation. On peut même déshydrater de la viande hachée. Par contre, déshydrater de la viande hachée, c'est un peu plus d'ouvrage. OK? Ça se fait, mais il y a les étapes sont un petit peu plus... il y en a un petit peu plus à faire. OK? Là, je le sais d'avance. Il y en a peut-être d'entre vous chez qui la déshydratation va piquer la curiosité, puis ils vont aller lire. Puis là, ils vont lire des gens, par exemple, sur des forums ou même sur Facebook, vont tomber sur des publications où des gens vont dire « Ah! Moi, je me fais des jerky, puis je fais pas de pré-traitement, je fais pas de pré-cuisson, blablabla, j'ai jamais été malade, puis bon. » Moi, je vous donne l'information, vous en faites bien ce que vous voulez, mais si vous décidez de ne pas faire cette pré-cuisson-là et qu'éventuellement vous vous rendez malade après avoir consommé ou manipulé de ces produits-là, ben, c'est plate à dire, mais c'est votre problème, c'est pas le mien. OK? La pré-cuisson, elle est là, puis c'est pas pour rien. Elle a une utilité, c'est de vous protéger, de prévenir, dans le fond, c'est de prévenir une éventuelle contamination. Puis, c'est important, je pense. Et même si c'est pour votre chien, ben c'est parce que ces aliments-là, vous allez devoir les manipuler pour lui donner. Fait que c'est important de suivre les recommandations, en fait. Et il faut savoir aussi que ces recommandations-là, je ne les ai pas non plus pris en regardant dans le ciel en disant « Ah, tel nuage m'a envoyé tel message ». C'est des recommandations qui ont été émises par le USDA et j'ai aussi communiqué avec le MAPAC et l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour confirmer aussi ce qui avait été recommandé par le USDA parce que les recommandations que je trouvais dataient d'à peu près 2010. Puis, tu sais, les choses ont le temps de changer beaucoup en 15-16 ans. Donc, je peux vous dire que ce qui est là, ben c'est conforme. OK? C'est pas du n'importe quoi. Comment on conserve les produits qu'on a fait sécher? Ben, c'est très simple. On met ça dans un contenant hermétique. Ça peut être un pot maçon, ça peut être un peu comme les plats lock and lock. Ou encore, si vous avez une machine qui emballe sous vide, c'est le temps. Sortez-la, utilisez-la. Hein? Ensuite de ça, il faut aussi comprendre que les aliments déshydratés doivent être préservés de l'oxygène et de l'humidité. Et, c'est ça, à conserver au sec, toujours à l'abri de l'oxygène et de l'humidité. Un petit mot aussi au sujet de la salubrité. Hein, j'y viens toujours parce que ça fait partie de mon travail, je pense, de vous aider à prévenir. Donc, il faut savoir que la viande, le poisson et la volaille sont des aliments potentiellement dangereux, aussi appelés APD. OK?
Donc, ces aliments-là, qui sont dits potentiellement dangereux, nécessitent un minimum de précaution lors de leur manipulation et de leur transformation. Donc, je répète, pré-cuisson, ne la sautez pas. Ensuite de ça, utilisez un thermomètre et assurez-vous de respecter les recommandations à cet égard. Préchauffez votre déshydrateur. Assurez-vous que les aliments sont adéquatement séchés. Ensuite, conservez les aliments séchés dans un contenant hermétique et placez ça au frigo ou au congélateur. Très important. Les aliments qui ont été déshydratés doivent être consommés à l'intérieur d'une période de 6 mois. OK? Ça ne se conserve pas indéfiniment. Ce n'est pas des boîtes de conserve, là. OK? Ensuite de ça, après avoir préparé ces aliments-là à déshydrater, lavez vos ustensiles. Et après la déshydratation, lavez les plateaux et votre appareil soigneusement. Oui, il faut nettoyer l'intérieur de votre déshydrateur après chaque utilisation. Après avoir nettoyé, par exemple, des ustensiles ou même les plateaux de votre déshydrateur, laissez-les sécher à l'air libre. Et toujours, je le répète tout le temps, je ne devrais pas avoir à le faire, mais je le fais toujours quand même, lavez vos mains à l'eau chaude savonneuse avant et après toute manipulation d'aliments potentiellement dangereux. Bref, tout ça pour dire que sécher des aliments, c'est une pratique ancestrale qui a fait ses preuves au cours du temps. Et je voulais faire cette chronique-là parce que je voulais vous donner une façon d'économiser sur l'alimentation de votre chien, mais par extension sur la vôtre aussi, parce que vous pourriez décider, par exemple, de vous préparer des jerky à la maison, de vous préparer, des fruits séchés. Si vous ramassez, par exemple, vos restes de fines herbes, de persil, de romarin, de thym, ces choses-là, tout ce qui est, moi j'appelle ça des rognures de légumes, là, vous pourriez prendre tout ça et mettre ça au déshydrateur, ça va tout sécher et ensuite de ça, vous passez ça par exemple dans un mélangeur, puis vous réduisez ça en poudre, puis là, ça vous fait le meilleur bouillon de légumes que vous aurez jamais eu de votre vie, promis. Donc, c'est une façon d'économiser sur les aliments. C'est aussi une façon de reprendre le contrôle sur l'alimentation de notre chien, surtout si on a un chien qui, par exemple, a des allergies ou encore des intolérances alimentaires ou votre chien a un trouble de santé qui exige qui exige quand même, comment je dirais ça, qui font en sorte que vous ne pouvez pas lui donner n'importe quoi. Et il arrive souvent, dans les cas où le chien a des restrictions alimentaires, peu importe la raison, ça devient souvent difficile de trouver des aliments qui correspondent complètement à ces besoins-là ou si vous préférez le terme exigence, ça peut être difficile des fois. Déshydrater, ça vous permettrait de lui préparer ses gâteries, ses collations, des choses comme ça, tout en sachant ce que ça contient réellement. Et un déshydrateur, ce qui est merveilleux, c'est que ça peut avoir aussi d'autres utilisations. Je vais vous donner un exemple rapide. Il y en a peut-être parmi vous qui boulangent, qui font leur pain à la maison. Bien, des fois, vous pourriez peut-être l'utiliser comme une étuve avant d'enfourner votre pain. La dernière poussée avant la cuisson, ça pourrait être utile aussi. Et je vous ai mis aussi des liens dans le papier de 3 sites Internet francophones où vous pourriez trouver des recettes, des idées de choses à faire, de produits, d'aliments déshydratés à faire à la maison. Vous les trouvez sous les dénominations ici, ici et là. Donc, voilà pour moi au sujet de la déshydratation. Je vous encourage fortement à aller sur mon site internet betacro.ca et vous procurer la documentation qui accompagne cette vidéo-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations que je ne vous ai pas données à l'oral parce que ce serait beaucoup, beaucoup trop long. Donc, là-dessus, je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt.